Alors, attendez. Voilà, recording in progress. Excusez-moi pour cette interruption. Ah, involontaire, comme on dit. Alors, Je ne vous ennuie plus. voilà. Et donc, je n'arrive pas à changer les diapos. Ah, voilà. Alors, en fait, le cancer du sein, c'est un fléau de santé publique parce qu'on a encore près de 60 000 cas nouveaux chaque année en France. Alors là, la tendance est plutôt à la stabilisation, voire la diminution d'environ 1 à 1,5% par an depuis 2005. Il y a encore 12 000 décès environ par an. Les décès baissent également légèrement d'1 à 2% par an. Ça reste malgré tout la première cause de décès par cancer chez la femme. Et vous voyez que effectivement sur ces chiffres, on a quand même depuis 2005 une petite baisse et de l'incidence et de la mortalité. Alors, il y a un dépistage organisé. Je ne vais pas faire un topo sur le dépistage organisé et sur le dépistage individuel parce que les deux à un moment se rejoignent, mais c'est l'ambiance dépistage dont je voulais parler. En France, le dépistage organisé est généralisé depuis janvier 2004, donc ça fait presque 20 ans, où les femmes de 50 à 74 ans reçoivent une invitation tous les 2 ans pour une mammo gratuite. Et il y a une petite confusion dans l'esprit des gens, c'est qu'ils croient que par magie, avant 50 ans, il n'y a pas de cancer. Et je parle des patientes, pas des médecins. Et qu'après 74 ans, le dépistage n'est plus utile. En fait, l'idée de la sécurité sociale, des autorités, c'était surtout de faire une promotion pour inciter les femmes à faire un dépistage, c'était leur dire, faites un dépistage. Et dans la tranche d'âge la plus importante, 50-74 ans, celle où on a le plus de données, où il faut y aller, eh bien, on le prend en charge à 100%. Et donc, elles reçoivent une invitation pour le faire tous les 2 ans. Le taux de participation est d'environ 50%. Il y a eu une chute, bien sûr, au moment de la Covid. Ça remonte. Et puis, le dépistage individuel, plutôt dans les grandes villes que dans les campagnes, c'est en plus 10-12% de femmes en plus. Donc, on peut estimer qu'actuellement, il y a un peu plus de 60% des femmes qui sont bien suivies. Ce qui prouve qu'il y a encore un tiers de femmes, ou en tout cas un gros quart, qui n'est pas pas du tout ou très mal suivi. Et donc, dans la période 2015 à 2016, vous voyez qu'on ne dépiste malgré tout que 14% de cancers in situ. C'est-à-dire que les cancers dépistés, même quand ils sont petits, sont déjà dans près de 85% des cas des cancers invasifs. Il faut le savoir. Alors, c'est quand même énormément de mammos qui sont faites dans le cadre du dépistage organisé, 2,7 millions pour une population, vous voyez, cible de 4,3 millions. Donc, la moitié, effectivement, un peu moins de la moitié. Alors, la grande polémique, c'était le dépistage sert-il à quelque chose? Permet-il de réduire la mortalité par cancer du sein? Tout est venu au départ, il faut rappeler quand même l'histoire, d'essais randomisés, sauf le HIP, qui ont démarré dans les années 60 jusqu'au début des années 80. Et 7 sur invitation, 1 sur le volontariat, l'essai canadien, le plus mauvais sur le plan méthodologique. Et 7 des essais incluaient des femmes de moins de 50 ans. C'est-à-dire, vous voyez que déjà, sur les essais pourtant faits dans les années 60-70, on faisait un dépistage des femmes de 40 ans et dans certains, avec un intervalle tous les ans. Donc, c'était déjà très moderne et très audacieux. Et qu'est-ce qu'ont montré ces essais sur un suivi de 13 à 20 ans? Eh bien, 7 des 8 essais ont montré une diminution significative de la mortalité pour les femmes invitées au dépistage, simplement les femmes invitées. Donc, vous dites bien que pour les femmes qui ont réellement fait le dépistage, la baisse de la mortalité est bien plus importante. Mais pour des raisons scientifiques, on calcule sur les femmes invitées au dépistage. Donc, une diminution d'environ 20% entre 40 et 74 ans, un peu plus élevée dans la tranche 50-74 ans et de 15% dans la tranche 40-49 ans. Et les controverses, elles sont apparues au début des années 2000 quand quelques personnes ont voulu dénigrer le dépistage, de bonne ou de mauvaise foi, on ne le saura pas, à part peut-être leur acharnement récent. Il y a eu Gutsch dans les années 2000, au début des années 2000, qui, dans une revue dans le Lancet, a dit que seuls l'essai canadien était valable pour analyser l'apport du dépistage et que donc, d'après les données de ce dépistage, le dépistage ne servait à rien. Évidemment, il a choisi le maillon faible du dépistage car l'essai canadien était catastrophique sur le plan méthodologique et technique. Je vais vous donner un exemple tout simple. C'était un dépistage fait avec un examen clinique par des infirmières.
Et donc, par compassion, normalement, elle devait randomiser les patientes. Simplement, quand elle recevait une femme et qu'elle sentait une grosse boule, par compassion, à moins d'être vraiment inhumaine, elle le mettait dans le groupe dépisté pour qu'elles aient leur mammo. Donc, il y avait une surreprésentation des masses palpables, donc des gros cancers, parce que parmi les masses palpables, il y a des gros cancers, dans le groupe dépisté. Et elle laissait les seins normaux dans le groupe contrôle. Ce qui fait qu'avec une surreprésentation de cancer dans le groupe dépisté, on a obtenu à la fin de cet essai une surmortalité dans le groupe dépisté. Donc, la mammo tuée. Et d'autre part, la technique des mammos était tellement nulle à l'époque, surtout au Canada, que même les experts américains qui faisaient partie du board de ce dépistage ont démissionné. Mais néanmoins, c'est le fonds de commerce des dénigreurs qui ressortent l'essai canadien en permanence. On a eu Miller, on a eu Welch. Alors, il y en a un des deux, je ne vous dirai pas lequel, qui a été radié de l'université entre-temps pour plagiat, et un des deux autres qui est en procès pour harcèlement sexuel sur des patients. Voilà, donc c'est des personnages quand même un peu bizarres. Et surtout, ce qu'ils oubliaient dans leurs analyses, c'est qu'il y avait 9 autres méta-analyses qui ont été faites dans la même période ou avant eux, qui, elles, contredisaient leur dire. C'est-à-dire que les autres méta-analyses, tout aussi valables ou discutables que la leur, montraient une réduction de la mortalité. Mais évidemment, la presse s'est empressée de rapporter les éléments de dénigrement, comme d'habitude, plutôt que des éléments de promotion. D'ailleurs, tous les autres organismes, que ce soit le Centre international de recherche contre le cancer, les autorités canadiennes, la task force américaine, ont confirmé sur les essais randomisés une baisse de la mortalité de 20%. Le groupe indépendant d'experts anglais a confirmé également cette baisse. Et récemment, le groupe Euroscreen, sur des dépistages de 9 pays européens, a montré qu'il y avait une réduction de la mortalité, mais surtout en le calculant chez les femmes réellement dépistées, eh bien, on dépassait les 30 à 40% de réduction de la mortalité. C'est ça qui est intéressant, c'est de calculer sur les femmes qui pratiquent réellement le dépistage auquel elles sont invitées. Et on peut dire que justement, les essais anciens, les essais historiques, si vieux, sous-estiment le bénéfice du dépistage qu'on peut faire actuellement, parce qu'il faut d'abord calculer sur les femmes réellement dépistées. Il faut calculer non pas sur la mortalité globale, parce qu'on ne peut pas attendre de la mammographie qu'elle réduise la mortalité par infarctus du myocarde. Donc, il faut calculer les résultats sur la mortalité par cancer du sein, que depuis, la qualité de l'imagerie du sein a explosé, s'est tellement améliorée que les appareils utilisés dans ces campagnes de dépistage dans les années 60, 70, 80 sont interdits actuellement, et qu'on avait des protocoles souvent avec un seul cliché. Il y a une étude d'ailleurs récente, la plus récente, c'est l'étude qui a été présentée par Zielonk dans European Journal of Cancer. Elle a repris toutes les données sur Medline et d'autres bases de données. Elle a retrouvé 36 études de corps, 17 études cas témoins, 7 essais contrôlés randomisés, et elle confirme qu'il y a en Europe du Nord et Europe du Sud, parce qu'elle a fait les groupes par pays, entre 30 et 40% de réduction de la mortalité pour les patients participant au dépistage versus les non-participantes. Voilà. Et donc, le dépistage réduit la mortalité dans toutes les régions européennes où il est mis en œuvre et surveillé, évalué. Alors, en France, on est assez bien dans les objectifs du dépistage parce que les objectifs européens, c'est d'avoir un taux de 10 à 20% de cancer in situ. On est à peu près autour de 15% en France. On veut avoir un taux de cancer invasif petit, inférieur à 1 centimètre, de plus de 20%, et on y est puisqu'on est à 38% en France. Et puis, un taux de cancer N- de plus de 70%, on est 76% en France. On remarquera quand même néanmoins que dans le dépistage, on a quand même donc 25% environ de cancers qui, à peine découverts, sont déjà N+. C'est quand même dommage et inquiétant. Il faudrait trouver peut-être d'autres méthodes pour arriver encore plus en amont. Alors, les faux positifs. Alors, quels sont les effets délétères du dépistage? Eh bien oui, il y a des faux positifs, mais c'est inhérent à toute action de dépistage. Il faut l'assumer. On va faire des faux positifs. On les maîtrise un peu mieux maintenant grâce à l'amélioration des appareils, à l'amélioration des radiologues aussi qui ont été mieux formés à la lecture des images et qui savent mieux classer
les images et avoir un raisonnement meilleur sur la conduite à tenir grâce à la classification BIRADS. Sur 1000 femmes dépistées, on estime que malheureusement 100 vont avoir des examens complémentaires, un cliché de plus, une écho, une ponction, des biopsies 15 sur 1000 et pour trouver 5 à 6 cancers pour 1000 femmes dépistées. Donc un cancer vraisemblablement pour 2 à 3 biopsies. Voilà, donc il y a sans doute des biopsies inutiles. Il faut se souvenir qu'avant, l'alternative, c'était la chirurgie. Inutile a posteriori, mais c'était quand même des actes chirurgicaux. La biopsie, même inutile, est un acte quand même moins coûteux et plus léger. Alors, le surdiagnostic. Le surdiagnostic, c'est merveilleux parce qu'il exprime les cancers dépistés qui ne seraient pas devenus symptomatiques au cours de la vie. Alors, c'est possible qu'il y ait un surdiagnostic, notamment pour les cancers in situ. Il représente 15 à 20% des cancers. Très bien. Mais on sait dans des études où on a suivi des cancers in situ non traités, par refus des patientes, qu'ils évoluaient à court terme, dans les 5 à 10 ans, dans 30 à 60% des cas, vers des formes infiltrantes. En fait, la notion de surdiagnostic, et je ne parle pas de surtraitement, c'est un raisonnement purement spéculatif, je dirais même rétrospectif, car il n'y a aucun moyen de distinguer, on a une femme en face de soi qui a un cancer, si celui-ci va être évolutif ou pas. Et on a en face de nous, non pas un surdiagnostic, on a une femme qui a un diagnostic de cancer. Quand il y a un diagnostic de cancer, c'est jusqu'à preuve du contraire un diagnostic. Et le surdiagnostic, c'est un pari sur l'avenir et il n'y a aucune méthode pour le moment qui nous permette de gagner ce pari au préalable. Donc la seule méthode actuellement connue de prévention probable des cancers infiltrants, c'est de dépister et de traiter les cancers in situ. Quant aux cancers infiltrants non évolutifs, j'attends toujours qu'on m'en présente un. Quand je parle non évolutif, c'est pas à court terme, dans un an ou deux, c'est à moyen terme et qui ne deviennent pas invasifs. Personnellement, en près de plus de 35 ans de carrière, j'en ai jamais vu. Voilà. Alors, il y a d'ailleurs une épidémiologiste très célèbre, Catherine Hill, qui est très exigeante. Elle est très exigeante, elle est des fois elle casse beaucoup de choses à bon escient. C'est elle qui avait été la lanceuse d'alerte sur l'affaire du Mediator, sur des données très fines qui l'avaient alerté très tôt. Et elle dit très simplement, elle a vu que dans les études, il y a deux types d'études, celles qui se basent sur les données individuelles où on connaît bien chaque patiente, son âge, la façon dont elle est dépistée, et ce qu'on appelle les données agrégées, où on prend des lots de population dont on ne sait pas très bien qui et quand a été suivi par Mammo, dans quelle tranche d'âge et qui a été suivi ou pas et pendant combien de temps. Et évidemment, elle se rend compte que c'est dans ces études basées sur des données agrégées, une sorte de gros lot comme ça de patientes indistinctes, qu'on a des évaluations de surdiagnostic importantes. Alors que dans les études basées sur des données vraiment individuelles très précises, les surdiagnostics ne sont pas supérieurs à 10 ou 15%. Elle conclut d'ailleurs de façon un peu cruelle, de nombreuses estimations du surdiagnostic associé au programme de dépistage du cancer du sein sont de graves surestimations. J'aime bien son humour. Et c'est confirmé par d'autres équipes, évidemment, qui la task force américaine qui l'évalue de 1 à 10%, le groupe indépendant d'experts Yuka en 2012 qui a confirmé que c'est d'environ 10%, Euroscreen 1 à 10%. Et en fait, cette idée du surdiagnostic, même s'il atteint 10%, ça signifie que 90% des cancers dépistés ne sont pas des surdiagnostics. Donc, mettre le doigt tout le temps sur ce 1 à 10%, c'est ce qu'on appelle la science par le petit bout de la lorgnette. Et donc, ça a un effet délétère sur l'extension du dépistage, parce que ça peut décourager des femmes en leur faisant croire qu'on va leur trouver des choses qui ne sont pas évolutives, ce qui est faux dans au moins 90% des cas. Et puis, je vais terminer, avant de passer aux tranches d'âge, pour voir si vous avez des questions, par l'effet carcinogène des rayons X. L'effet carcinogène des rayons X est établi de manière théorique, en fait, mais non démontré par des études en population pour les mammographies. Je parle des mammographies. Les risques calculés des rayonnements provenant de l'imagerie médicale sont purement hypothétiques et obtenus par extrapolation
de données à forte dose. Bombe atomique, radiothérapie pour Hodgkin, fluoroscopie est répétée dans le passé pour les surveillances de pneumopathie. Les doses efficaces de la mammographie, 1,5 millisievert, sont très inférieures au niveau annuel de rayonnement naturel de fond, très inférieures au niveau de rayonnement qui ont été associés à une incidence accrue de cancer, à tel point que le comité scientifique des Nations Unies sur les rayonnements, sur les effets du rayonnement atomique, l'UNSCIR, déconseille l'estimation des risques liés aux doses à des niveaux de fond ou inférieurs à ceux-ci, indique que les risques de rayonnement sont probablement inexistants en dessous des doses de 50 millisieverts et déconseille également fortement la pratique de multiplier toutes sortes d'estimations hypothétiques du risque à partir de faibles doses sur de grandes populations pour calculer la mortalité par cancer. Pourquoi? Parce que toutes les études montrent qu'il y a autant de modèles que de résultats. Il y a plein d'équipes épidémiologistes qui ont essayé de faire des modèles mathématiques pour évaluer le risque. Le problème, c'est qu'ils trouvent tous des résultats différents. Donc, allez savoir quel est le bon quand aucune étude ne converge réellement. Dans les études les plus sérieuses, on considère que si par malheur, on crée un cancer létal, c'est possible, on peut créer des cancers, encore faut-il qu'ils soient létals, on sauve en moyenne 1000 vies pour une vie sacrifiée. Et cela n'a jamais été démontré pour ce qui est de la vie sacrifiée. Mais en tout cas, le ratio dans les modèles mathématiques serait de 1 pour 1000. Voilà. Donc après, je passerai aux tranches d'âge pour le dépistage. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Est-ce que certains ont des remarques à faire? Vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Fais une petite pause. Bon, alors je continue. Alors, les tranches d'âge. Alors, donc, le dépistage organisé, le dépistage de référence, c'est la tranche 50 à 74 ans. Il y a quand même un mythe du seuil des 50 ans. Le dépistage serait inutile avant 50 ans. C'est faux. D'abord, jusqu'à quand va-t-on prendre pour référence, pour juger de la tranche d'âge 40-49 ans, des essais dont certains datent de pratiquement 50 ans, compte tenu des progrès entre-temps de l'imagerie. Donc, c'est un seuil arbitraire artificiel. En fait, quand on prend la masse des cancers 50-74 ans et ceux entre 25 et 49 ans, on croit qu'il y a une différence énorme. En fait, la progression est linéaire. Le risque augmente avec l'âge. Il ne faut pas oublier que l'âge est le principal facteur de cancer en général et cancer du sang en particulier. Alors, j'arrive plus à passer, mais ce n'est pas grave. Voilà. D'ailleurs, en France, sur la période 2009-2012, il y a une étude qui s'appelle Francim, qui a montré qu'il y a 22% des cancers du sein chez les femmes de moins de 50 ans. Donc, un quart pratiquement des cancers du sein surviennent chez des femmes de moins de 50 ans. Heureusement, la plupart, 60% à un stade localisé, mais près de 40% à un stade régional, voire avancé. Le dépistage est efficace. D'abord, il y a la méta-analyse d'Hendrix en 1997 qui a recalculé la baisse de la mortalité chez les femmes de 40 à 49 ans dans les essais randomisés et contrôlés. 8 essais montrent une diminution de 18% et les seuls 5 essais suédois montrent une diminution de 29% de la mortalité. Mais on n'a même pas besoin de la méta-analyse. On a, dans la vraie vie, la surveillance à long terme de 3 essais. Donc, des femmes qui ont été suivies. Ce n'est même pas un calcul ou un modèle mathématique, c'est les femmes qui ont été suivies. Et les études du HIP de Gothenburg et de Malmö montrent une diminution significative statistiquement de la mortalité entre 25 et 45%, avec des suivis suffisamment longs. Et là, récemment encore, il y a eu la publication des résultats de l'essai anglais. Les Anglais ont fait un essai en proposant à 160 000 femmes âgées de 39 à 41 ans, donc à l'entrée dès les 40 ans, d'avoir un dépistage entre 40 et 50 ans. Et ils ont pris au hasard 1 sur 3 qui était invitée à ce dépistage. Les femmes invitées, par rapport à celles qui n'avaient pas été invitées, ont une réduction de la mortalité de 25% dans les 10 premières années. Donc ça, c'est un essai récemment publié dans Lancet par le professeur Dufy, qui est aussi une référence en matière de dépistage. Alors, dans la tranche d'âge 40-49 ans, on peut donc avoir les effets positifs à gauche et la crainte d'effets négatifs à droite. Les effets positifs, c'est la réduction de la mortalité, on vient d'en parler.
elle existe, elle est documentée, aussi bien dans les anciens essais randomisés que dans les publications récentes comme l'essai anglais. Il y a une réduction du nombre d'années de vie perdues. 30% des années de vie perdues à cause d'un cancer du sein surviennent chez des femmes diagnostiquées jeunes, dans la quarantaine. Et en termes de réduction de la morbidité, évidemment, c'est encore plus évident, puisque les femmes âgées de 40 à 49 ans, non dépistées, ont un risque 3 fois supérieur d'avoir une mastectomie, 4 à 5 fois supérieur d'avoir un curage ganglionnaire, et 2 à 3 fois supérieur de subir une chimiothérapie que les femmes dépistées ayant bénéficié de la découverte plus précoce de leur tumeur. Alors, les effets adverses dans cette tranche d'âge sont de surdiagnostic. Il est faible dans cette tranche d'âge parce que le surdiagnostic non obligatoire qui se produit lorsqu'un cancer détecté par dépistage ne progresse pas vers une manifestation clinique, il est très faible en raison de la probabilité plus élevée dans cette tranche d'âge d'avoir des formes relativement agressives et puis de leur longue espérance de vie. Et puis, le surdiagnostic obligatoire qui se produit quand une femme meurt d'autre cause avant que le cancer pourtant détecté ne l'emporte, eh bien, ce surdiagnostic obligatoire est très faible, à moins d'1%, en raison de la longue espérance de vie de la patiente et de sa faible mortalité entre 40 et 49 ans d'autre cause. Quant au faux positif, eh bien, on estime qu'une femme qui commence un dépistage annuel, à l'âge de 50 ans, aura un rappel faussement positif tous les 10 ans, tandis qu'une femme qui commence à 50 ans aura un rappel faussement positif tous les 11 à 12 ans. Quant au risque radique, on estime qu'une femme qui a une mammographie annuelle entre 40 et 49 ans développera un cancer du sein radio-induit mortel en moyenne une fois tous les 76 à 97 000 ans. Donc, c'est un risque très faible. Alors, tout ça a induit les autorités à établir dans des différents pays européens, américains, France, des recommandations. Les anglo-saxons sont beaucoup plus prudents, commencent dès 40 ans, notamment au Canada et aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont abaissé maintenant leurs recommandations à 40 ans pour le dépistage annuel. En plus, à 40 ans, c'est un dépistage qui n'est pas biannuel, mais tous les ans, que ce soit l'American College of Radiology, l'American Cancer Society, l'Association des gynéco-obstétriciens, la Société de Breast Imaging, la National Comprehensive Cancer Network. Ils proposent tous. En Europe, on reste sur les schémas plus traditionnels de dépistage à partir de 45 ou 50 ans, tous les 2 ans. Et voilà. Alors, les femmes plus âgées, elles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus en forme. Le dépistage ne serait plus utile après 74 ans, les cancers seraient plus rares après 74 ans, les cancers seraient moins graves après 74 ans. Tout ça est balayé par les données actuelles. En France, voilà la fameuse étude Francim, les dépistages par tranche d'âge en 2012. Vous voyez que le pic est atteint dans la tranche d'âge 65-69 ans, mais qu'au-delà, 70-74 ans, 75-79 ans, 80-84 ans, il reste supérieur toujours à la tranche d'âge 50-69 ans, 50-65 ans. C'est-à-dire qu'on atteint un pic et on en redescend pratiquement que vers 95 ans. Mais là, évidemment, il y a moins de combattantes à cet âge-là. Donc, l'incidence ne diminue pas, elle reste très élevée à partir de 65 ans. Et d'autre part, dans l'étude Francim, malheureusement, on se rend compte que avant 75 ans, quand les femmes sont encore bien prises en charge par leur médecin traitant, leur gynéco, qu'elles font des mammos régulièrement, on a un niveau de cancer avancé qui est faible, inférieur à 10%. Alors qu'au-delà de 74 ans, dans l'étude des 200 000 ou 250 000 cas qui ont été analysés entre 2009 et 2012, on a 34% de formes avancées. Non pas que les formes soient plus graves après 74 ans, mais parce qu'elles sont découvertes plus tard. C'est-à-dire qu'on découvre plus tard, malheureusement, ce qu'on aurait pu découvrir plus tôt. Et donc, il faut veiller à ce que les patients ne reçoivent pas des messages délétères en leur disant « à votre âge, c'est plus la peine ». C'est totalement faux, ce d'autant que leur espérance de vie est de 13 ans à peu près actuellement à 75 ans, que le bénéfice en termes de réduction de mortalité pour les femmes de plus de 50 ans, il apparaît dans les 4 ans après l'entrée en dépistage,
et que le bénéfice est donc réel parce qu'on lit plus facilement les mammos, que le taux de survie relative, certes, il diminue avec l'âge, mais ça leur permet de vivre plus longtemps et sans métastase osseuse. Évidemment, ça peut être impacté dans le choix du dépistage ou de la conduite à venir par les comorbidités. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des questions ou des réflexions sur les problématiques des tranches d'âge avant 50 ans ou après 74 ans? Non? Bon. Alors, je continue. Les scindances, on parle beaucoup des scindances, c'est un sujet très intéressant parce qu'on dit qu'il y a une corrélation importante entre la densité mammaire et le risque de cancer du sein et qu'il serait le plus important facteur de risque après les facteurs familiaux. D'autre part, ça serait le facteur de risque qui aurait été le plus souvent négligé dans les études épidémiologiques. On aurait pris des tranches d'âge, beaucoup d'autres facteurs, le surpoids, etc., mais pas la densité mammaire. Et que le risque relatif augmente régulièrement avec la densité mammaire. C'est pour ça que certains proposent une échographie systématique dans les seins denses et ou une mammographie plus récente, etc. Alors, d'autres disent non, au contraire, c'est un risque surévalué parce qu'ils n'ont pas contenu des facteurs physiques et techniques qui peuvent modifier les données de la mammographie, les variabilités de la densité liées à la position du sein, une compression qui va être différente, des constantes de rayon X qui vont être différentes. Et donc, on peut mieux l'étudier maintenant grâce à l'IRM, la tomosynthèse. Il y a même des logiciels de calcul automatique, d'évaluation automatique de la densité. Il y aurait donc un biais dans les études épidémiologiques et la définition de sein dense n'est pas homogène dans toutes les études, en tout cas beaucoup d'études relativement anciennes. Oui, mais je suis chiant. Voilà. Donc, au niveau d'ailleurs, ce qui a abouti au congrès de la Société française de radiologie en 2014, au fait qu'on disait, oui, le sein dense, c'est un problème parce qu'il y a un effet masquant, mais est-ce un facteur de haut risque? Non. Et qu'il ne faut pas donc modifier ou intensifier les modalités de dépistage en raison du risque et stopper les messages d'anxiété et les conséquences en termes de santé publique. C'est à l'opposé de ce qui se passe aux États-Unis, où il y a eu une vague de folie sur la densité mammaire. Il y a des associations qui ont beaucoup travaillé sur le sujet, au point d'aboutir dans beaucoup d'États américains à des bills, à des lois locales pour obliger les radiologues à préciser le degré de densité mammaire dans les comptes rendus de mammo, à indiquer des examens complémentaires à ce qu'il fallait faire en plus. Des logiciels se sont développés, évidemment, dans la foulée pour essayer de quantifier automatiquement de façon plus reproductible l'appréciation de la densité. Et puis, au bout du bout, on s'est dit l'IRM mammaire, et il y a eu une étude qui est parue en 2019 sur les dépistages hollandais, où ils ont fait un truc assez astucieux. Ils ont proposé à des femmes, dans le cadre du dépistage organisé hollandais, qui avaient des seins très denses, uniformément denses, et aucune anomalie visible à la mammographie, donc a priori rien, d'avoir en complément une IRM de dépistage. 60% acceptés au premier tour. Et en fait, quand on regarde, alors ils ont fait exploser les compteurs en termes de détection de cancer, puisqu'ils ont rajouté au dépistage 15 pour 1000 cancers en plus, environ, 16,5 exactement, mais surtout pour les femmes qui avaient réellement participé, celles qui avaient accepté, les 59% qui avaient accepté l'IRM, ils ont réduit le taux de cancer de l'intervalle, ils l'ont divisé pratiquement par 6. Donc, une réduction du nombre de cancers d'intervalle considérable. Et il y a eu un second tour de cette étude qui a été publiée en 2021 et que l'augmentation du taux de détection de cancer dans le premier tour qui était de 16,5 pour 1000 examens chez ces femmes à sein dense normale en mammographie, ils ont rajouté encore 5,8 cancers pour 1000 screenings. Sans augmentation des faux positifs, au contraire avec une réduction des faux positifs. Pourquoi? Parce que l'IRM, après 50 ans, chez la femme ménopausée, elle est très sensible et très spécifique. Il n'y a pratiquement plus de pathologie bénigne qui va se rehausser à tort.
Et tout ce qui se rehausse est un cancer jusqu'à preuve du contraire. Donc, contrairement à ce qu'on pense, chez les femmes, l'IRM peut créer des faux positifs chez les femmes jeunes, elle en crée très peu chez les femmes ménopausées. La pathologie bénigne ne se rehausse pas. Tout ce qui se rehausse est un cancer jusqu'à preuve du contraire. Évidemment, c'est impossible à envisager. Alors, le ZOBI, la Société européenne d'imagerie du sein, a proposé de faire un dépistage par IRM chez les femmes ayant des sangs uniformément denses. Alors, c'est complètement irréaliste parce qu'il n'y aurait pas assez de machines pour le faire. C'est un examen beaucoup plus cher, une fois injecté. Et donc, c'est un vœu pieux, c'est une belle idée, mais ça n'aura en pratique a priori aucun impact. On peut imaginer que d'autres techniques se développent, notamment il y a des gens qui travaillent bien sûr sur l'imagerie de diffusion sans injection, c'est mieux. Il y a des personnes qui travaillent sur l'intelligence artificielle pour simuler des images d'IRM avec injection sans injecter. Mais ça aussi, c'est en work in progress. Et de toute façon, se posera le problème toujours du coût de l'examen et de la disponibilité des machines. Donc, on est loin de voir, même chez les femmes denses, les femmes à sein très dense, un dépistage par IRM. Alors, comment améliorer le dépistage? Eh bien, il faut essayer d'assimiler plus rapidement les nouvelles technologies. Là aussi, comme on dit, le chemin est long et la pente est rude. N'oublions pas que pour la mammographie numérique qui est arrivée en France en 1999, il a fallu attendre 2007, 8 ans, pour qu'elle soit intégrée dans le dépistage organisé. On a été les derniers en Europe, même après l'Angleterre, qui est un système très administré de la médecine. On a réussi quand même à intégrer la mammo numérique après les Anglais. Et puis, la tomosynthèse, elle s'est réellement développée au début des années 2010-2013. Elle n'est toujours pas dans le dépistage organisé. Or, je vais vous montrer que les résultats sont assez spectaculaires. Et évidemment, il y aura toute la problématique de l'intelligence artificielle, qui, elle, est un domaine beaucoup plus délicat. Et puis, effectivement, actuellement, toutes les idées de faire un dépistage du cancer du sein adapté à la patiente, quelle que soit la méthode, c'est-à-dire on dépiste un cancer, ce n'est pas un dépistage mammographique, c'est un dépistage du cancer du sein, quelle que soit la méthode. Mais là, on rentre dans des techniques plus sophistiquées, donc un peu plus complexes, de choisir entre l'intervalle de temps, la tranche d'âge, selon la densité mammaire, les facteurs de risque. Alors, pour la mammo numérique a été créée en 2007. Le problème, c'est qu'on la dit toujours sur les films, c'est-à-dire que une fois que l'image a été faite vue sur écran, la mammo numérique a été vue sur écran, on imprime des clichés. Au lieu de transmettre par voie électronique les images à des centres de seconde lecture, on imprime des clichés sur des films plastiques que des coursiers amènent dans des centres de seconde lecture. Donc, imaginez que quand vous receviez un email, pour le transmettre à un collègue, vous l'imprimez, vous lui envoyez par la poste. C'est la même chose. C'est une folie. C'est une mauvaise ressource, une mauvaise utilisation des ressources humaines et des deniers publics. Normalement, il faudrait un réseau, une transmission électronique des images et que les doubles lectures se fassent par voie électronique sans interférence de film. C'est d'ailleurs, quand vous voyez que vous faites plus de 2 millions de mammos par an, ça fait beaucoup de plastique aussi et ce n'est pas très éco-responsable puisque c'est à la mode en ce moment de rajouter ce petit argument. Et donc, en 2022, il y a eu un cadre dérogatoire de dématérialisation pour essayer de faire des programmes expérimentaux de dématérialisation de la mammo numérique. Rien n'en est sorti pour le moment. Il n'y a aucun résultat. Alors, la tomosynthèse, l'imagerie 3D, c'est l'autre immense progrès, comme je vous disais, qui n'est pas agréé dans le dépistage. Toutes les études, je ne vais pas vous toutes les montrer, montrent que, puisque c'est de l'imagerie en coupe, on va détecter au milieu de la densité mammaire des petits cancers qu'on ne voit pas en 2D. Et effectivement, on détecte 30% de plus de cancers, notamment des cancers invasifs. Ça a peu d'impact sur les cancers in situ, c'est-à-dire sur la vision des microcalcifications. Avec peu d'augmentation ou une diminution même des taux de rappel, puisqu'on élimine tous les faux positifs. Et on peut augmenter ainsi, comme ça, la valeur prédictive positive des biopsies également. Alors, il y a plein d'études qui sortent sur la tomosynthèse avec des images synthétiques aussi pour recréer en 2D, qui montrent que c'est extrêmement efficace et qu'il faut envisager
de le déployer dans le dépistage organisé de masse, ce qui fait qu'en 2023, la Haute Autorité de Santé recommande enfin l'intégrité de la mammographie par tomosynthèse dans le dépistage organisé, à condition qu'elle soit systématiquement associée à la reconstruction d'une image 2D synthétique. C'est-à-dire qu'on va encore, à partir d'une image 3D, recréer une image 2D pour l'imprimer sur un film plastique, l'envoyer à un second centre de lecture qui va le lire sur un film. C'est-à-dire qu'on va réduire l'information du 3D, l'imagerie en coupe, à une image 2D pour la relire sur un négatoscope. C'est un peu incongru, ça permet au centre de seconde lecture de survivre, certes, mais c'est quand même extrêmement étonnant de ne pas penser plutôt à la dématérialisation qu'à la matérialisation sur un film plastique. Et je ne sais même pas si cette idée aboutira. Et puis enfin, il y a l'intelligence artificielle, ces logiciels qui vous permettent de mettre le doigt sur des anomalies que vous n'auriez peut-être pas vues, de mieux les caractériser et qui sans doute vont permettre de mettre les lecteurs moyens à un niveau d'expertise qui peut avoir un impact considérable. Le problème, c'est que les produits sont encore très variables. Et par exemple, dans cette étude sur 132 000 femmes, dans 3 études, l'intelligence artificielle utilisée pour le tri a permis de dépister 53, 45, 50% des femmes à faible risque, donc d'évacuer les femmes qui n'avaient rien, donc elles n'avaient pas besoin, mais tout en ratant jusqu'à 10% des cancers. Donc, il faut être très prudent. L'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, ça pose d'énormes problèmes de fiabilité. Il n'y a pas d'études prospectives actuellement de haut niveau. Et donc, on attend des études prospectives pour être certain que, en matière de détection, la valeur prédictive négative soit fiable. Et on n'y est pas du tout encore. Voilà. Que vous dire d'autre? Alors, dans les choses très intéressantes, c'est plutôt le dépistage personnalisé. Il y a différentes études qui sont faites en Europe et aux États-Unis. Ça rend les choses un peu plus complexes, puisqu'on est dans l'individu plutôt que le dépistage de masse. Il y a l'étude MyPeps qui est pilotée par Suzette Delaloge à Villejuif et qui essaye de faire un dépistage personnalisé en fonction de l'âge, des antécédents familiaux, du statut hormonal, de la densité mammaire, du génotype par un test salivaire. Il y a l'étude Wisdom aux États-Unis également. Là également, il faudra attendre les résultats, mais c'est plus lourd à organiser, évidemment. Et finalement, un auteur a fait une publication il n'y a pas longtemps qui est qu'on a encore besoin du dépistage du cancer du sein à l'heure des thérapies ciblées et de la médecine de précision? Eh bien, un modèle a montré que le taux de récidive sur 10 ans serait de 25 à 30% grâce à la chimiothérapie ou les nouveaux traitements, même sur les masses, les cancers non dépistés, trouvés cliniquement, mais qu'il chuterait quand même à 15 ou 20% s'il s'agissait de cancers qui avaient été quand même dépistés. Donc, la mammographie dépistage et les traitements nouveaux systémiques continuent de contribuer conjointement et positivement au pronostic du cancer du sein, qui reste un fléau de santé publique. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions ou des remarques, je vous écoute. N'hésitez pas à poser des questions. Je n'aurai peut-être pas la réponse, mais l'intérêt, c'est de discuter. Oui, oui. Michael, tu voulais dire quelque chose? Il faut que je lui donne la parole. Michael, il faut que je lui donne la parole. Alors, excusez-moi. Michael, nous t'entendons. Tu veux parler, tu poser une question? Alors, Michael Sussa. Non, non. Parfait. Alors, il me dit que c'était clair. Je le remercie. Mais c'est peut-être pas clair pour tout le monde et c'est peut-être pas tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec ce que j'ai dit. Dites-moi ce que vous en pensez.
Sinon, on refera des webinaires si ça vous intéresse, toujours dans le domaine de la scénologie, sur des sujets moins généraux, sur les problématiques liées à certains types de cancers, les cancers de la femme jeune, les cancers triple négatifs, les cancers lobulaires, tous ces cancers qui ne sont pas simples à diagnostiquer, à bilanter. Et là, essayer également de faire la part du vrai et du faux, de ce qu'il y a de mieux à faire pour les patientes actuellement. Entre tentatives de désescalade, de faire ce qui est utile, mais et en essayant de ne pas être trop invasif, mais sans perdre de chance pour les patientes, évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Alors, docteur Lévy, j'ai une petite question qui est plutôt de l'ordre sociologique. Qu'est-ce qui est le frein pour que les femmes ne se fassent pas dépister? Je sais que dans Excellence Imagerie, vous faites beaucoup de choses, notamment pour pousser au dépistage, avec notamment le camion Octobre Rose et des choses comme ça. C'est quoi le frein principal? C'est l'accès à son gynécologue qui ne prescrit pas l'examen? C'est une crainte de l'examen? C'est quoi? Toutes les études montrent que d'abord les patientes font confiance à leur médecin. Si leur médecin de leur dire, il y a une étude très intéressante qui disait que 70% des patientes faisaient confiance à leur médecin s'il leur disait d'être dépistés, d'être même dépistés plus souvent, et que 30% feraient confiance aussi si on leur disait d'être moins souvent dépistés. Il y a quand même une majorité de femmes qui préfèrent ne pas prendre de risques. Mais il y a tout. D'abord, actuellement, il y a un problème majeur qui est en train d'arriver, c'est que les patientes n'ont plus de généralistes, n'ont plus de gynéco. Donc, les patientes qui sont en centre urbain ou qui sont relativement jeunes vont se débrouiller, vont y arriver. Celles qui sont dans la difficulté, c'est les femmes plus âgées, 70, 75 ans, et en milieu moins favorisé, moins urbain à la campagne. On les voit désemparées. Elles viennent directement, c'est-à-dire qu'elles ont perdu leur médecin, elles continuent heureusement à faire leur mammo. Mais jusqu'à quand? Ouais, d'accord. Ça, c'est ça. Il y a aussi, bien sûr, le problème du déni. Il y a des gens qui ne veulent pas savoir. À la rigueur, ceux qui ne feront pas de mammo, la plupart auront eu raison parce que la majorité des femmes, heureusement, n'auront pas de cancer du sein. Et heureusement. Mais je crois que c'est ça. Certains se disent, c'est pas moi, ça m'arrivera pas. Ça m'arrivera pas. Le problème quand ça arrive, c'est qu'autant que ça arrive tout petit. Et nous suivons des femmes qui ont eu un cancer du sein il y a 30 ans. Bon, elles ont eu un tumulte il y a 30 ans dans leur vie, mais au moins elles ont été guéries, puisqu'elles sont encore là 30 ans après, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas si elles étaient venues avec une masse palpable. On en a encore. Les drames qu'on a au cabinet, ce sont les cancers cliniques. Ce sont les cancers cliniques qui sont des fois très avancés, chez des femmes jeunes comme chez des femmes âgées. Donc, il faut les inciter à se faire dépister. Et qu'elles aient ou pas un médecin. Dans ce cas-là, elles reçoivent de la sécurité sociale l'invitation au dépistage de masse. Il faut que les autorités étendent le dépistage au-delà de 74 ans, parce que moi, je reçois des patientes qui ont 85 ans, qui sont minces, qui font plus de sport que moi, qui vont sans doute être centenaires. Pourquoi voulez-vous qu'on les laisse développer un cancer du sein clinique, qu'elles meurent de métastases osseuses? C'est triste. Triste. Les femmes jeunes, paradoxalement, on a une inquiétude chez les femmes jeunes. Ça, c'est l'inverse. C'est peut-être l'effet des réseaux sociaux. On a un tout petit pic de cancer du sein chez des femmes jeunes. En revanche, moi, je suis un peu surpris par l'inquiétude de femmes très jeunes qui viennent consulter dès qu'elles ont mal au sein, dès qu'elles sentent un petit truc, à 25 ans. Je pense qu'il y a un effet que moi, je ne perçois pas. Ce n'est pas ma génération, mais je pense qu'il y a de ça. C'est des réseaux sociaux qui les avertissent sur des risques. Je ne voyais jamais des femmes aussi jeunes venir me voir. Donc, il y a à l'inverse de l'anxiété chez des femmes jeunes. D'accord. Merci. En fait. Ce que vous préconisez quand même, c'est d'étendre ce dépistage systématique, quoi qu'il arrive, après, de toute façon, les âges classiques auxquels on envoie dépister les femmes. Alors, vous avez en France, dans l'étude Francine, vous avez 22% des cancers du sein avant 40 ans, ce qui est colossal, c'est un quart. Et avec donc forcément à cet âge-là des cancers souvent un peu plus agressifs et des femmes qu'il faut préserver puisqu'elles ont une longue espérance de vie. Donc, on aura forcément un impact sur la mortalité, donc ça a été vu dans les études. Et pour les femmes de plus de 74 ans, on a 28% des cancers du sein dans l'étude Francine après 74 ans. 28%.
C'est-à-dire un gros quart après 74 ans. Il faut quand même avoir des arguments solides pour dire que ça réduit pas la mort, que les traitements actuels ne modifieraient pas la mortalité. Ça modifie la mortalité, les traitements actuels et les dépistés tôt, même après 74 ans, et ça réduit la morbidité parce que même une femme de 74 ans, elle n'a pas envie d'avoir une mastectomie. Elle est coquette, elle a envie de garder son sein, même à 77 ans. C'est une mutilation terrible, quel que soit l'âge. Donc, mieux vaut trouver un cancer, au moins pour réduire la morbidité, pour qu'il y ait une qualité de vie pour le temps qu'il reste à vivre. Elle le mérite bien, comme dirait une publicité. Elle le valent bien. C'est vrai, pourquoi laisser tomber les femmes? Parce que sur la carte d'identité, il y a marqué 74 ans. C'est indigne. C'est indigne. Parfait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, vous êtes trop timide. Ou c'était très clair. Je ne sais pas. En tout cas, on aura l'occasion de refaire des webinaires sur le cancer du sein, la pathologie du sein, puis les questions viendront à ce moment-là quand on fera des sujets plus ciblés sur certaines formes. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir été présents. Un grand merci pour cette présentation très claire. Et puis, à une prochaine fois pour d'autres rencontres. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci Laurent. Merci.